10 secondes. Et nous allons commencer notre morning habituel, comme tous les matins, du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30. Pendant que je vous parle et que je lance la machine, je suis en train de balancer en live, un peu partout. Mais j'ai décidé de faire quelques petits changements aujourd'hui. Allez hop, on balance sur le live. Vous allez voir afficher ma caméra dans 2 secondes. Laissez le temps à cet petit ordinateur de se réveiller. Et ça va bien se passer. Voilà, ça commence. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le principe du B-Morning, et des fois vous entendez en replay sur Spreaker, sur YouTube, sur plein d'endroits, des fois vous voyez que tout n'est pas spécialement en place. Sachez qu'il est 8h30 tous les matins à chaque fois qu'on lance la machine. Pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est le premier moment de leur journée où ils commencent à parler avec des gens. En tout cas, c'est mon cas. Le matin à 8h30, j'ai parlé encore à personne normalement. Et vous êtes les premières personnes à qui je parle. Je fais plein de choses avant 8h30 et le but c'est de lancer tous les matins le B-Morning Live. Alors bonjour à tous les participants qui sont en parallèle avec moi en vidéoconférence. Salut Laurent, salut Sarah. Pour ceux qui veulent échanger avec moi, parler avec moi, vous pouvez le faire avec votre micro, avec votre webcam. C'est beaucoup plus sympa lorsque vous avez la webcam allumée. J'ai l'impression d'être moins seul. J'avais un sujet à aborder aujourd'hui et on va le lancer dans quelques minutes, le temps que je dise bonjour à tout le monde. Voilà, je vais arrêter la musique. Bonjour. Salut mon cher Thomas. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Salut. Alors, j'arrête la musique et hop, on y va, c'est parti. Je rappelle un tout petit truc là pour tous ceux qui nous écoutent sur Spreaker, par exemple, qui sont en live en ce moment même. Vous avez la possibilité de nous envoyer des messages en chat en temps réel. Et pour ceux qui sont sur YouTube aussi, c'est la même chose. Alors, je fais une petite annonce. J'ai arrêté de diffuser en live sur Facebook le matin parce que Facebook, il n'est pas très sympa en ce moment. Même s'ils font du Facebook Live et que c'est quelque chose d'assez génial, c'est pas si simple que ça de diffuser en live sur Facebook en parallèle de toutes les autres plateformes. Et mis à part ça, c'est pas spécialement que ça le problème, c'est que j'ai envie d'échanger avec les gens qui nous voient en live. Et Facebook ne me donne pas toute cette possibilité-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer à être en live en multiplateforme. On va être sur YouTube, on va être sur Periscope et en parallèle sur Spreaker. Pour ceux qui ne connaissent pas Spreaker, je vous conseille de télécharger. Parce que c'est là-bas où vous pouvez écouter des tonnes de podcasts vraiment géniaux, mis à part les miens qui sont aussi géniaux. Alors, sachez que on a cassé la barre tous les défis. Hein. On fait maintenant en une semaine ce que je faisais en un mois en termes d'heures d'écoute. C'est assez génial. Apparemment, ce qu'on dit, c'est intéressant et ça intéresse pas mal de gens. Et donc, je vais continuer comme ça. Parce que vous êtes trop beau, Daniel. Et les filles viennent vous voir. Oh là là, mais arrête. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est très difficile d'être beau gosse comme moi, tu vois, c'est très difficile. On a du mal à gérer. N'importe quoi. J'espère vraiment que j'ai quelque chose de plus intéressant que ça. Et surtout que je pense que je suis pas assez beau gosse pour pouvoir en parler. Non, c'est pas mon truc, la beau gossitude. C'est plutôt toi. J'ai vu tes photos sur Facebook, il y a plein de choses à enlever. Hein. Si tu veux passer pour un pro, vaut mieux pas afficher certaines photos, je te l'assure. Ouais, je sais, mon père me dit. Alors, il faut faire un nettoyage. Tu caches, tu gardes pour les potos, certaines photos et tu laisses le reste. On fera le nettoyage. Ah non, je t'ai pas dit d'effacer, je t'ai dit de cacher. Ouais, en fait, ouais. Quand on réfléchit Facebook, et ça c'est aussi un sujet que je voulais aborder, je sais pas si j'ai envie de l'aborder aujourd'hui spécialement, mais Facebook c'est quelque chose d'assez puissant. Vous savez qu'il y a une bataille en ce moment entre Facebook et le monde entier. Tout le monde aujourd'hui a plus l'envie de se déconnecter de Facebook que de se connecter à Facebook.
au final, je pense qu'il va rester que des sociétés à l'intérieur et vont disparaître à un moment donné si Facebook ne change pas son état d'esprit. En fait, l'état d'esprit de Facebook en ce moment, c'est, enfin, du monde entier contre Facebook, c'est qu'ils nous volent nos informations, nos informations ne sont pas protégées, la vie privée n'est pas protégée. Mais ça, le problème, c'est que c'est comme ça depuis le premier jour de Facebook. Il n'y a rien qui a changé entre avant et maintenant. Le problème, c'est que les gens s'en rendent compte que maintenant. C'est ça le problème de Facebook et de tout ce qui se passe. C'est que les gens sont un peu débiles, ils publient absolument tout sur Facebook, après ils se plaignent qu'on leur vole des informations. Mais Facebook, c'est un réseau social qui est assez puissant. Mais de l'autre côté, lorsque tu utilises Facebook, c'est une vraie personne qui est derrière. Donc moi, quand tu vois ma tête sur Facebook, c'est moi qui est derrière. Personne ne peut parler à ma place, sauf sur des pages professionnelles où je fais parler des gens. Mais moi, dans ma page, c'est moi. Et donc, pour te parler à toi, Thomas, lorsque toi, tu mets tes photos et qu'à un moment donné, tu vas communiquer sur Internet, tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas communiquer sur tes annonces, sur ton travail, sur les biens que tu as à vendre, salut Marina, il y a des clients potentiels à toi, des acheteurs, des vendeurs qui vont aller regarder qui est ce Thomas. Et si jamais on te voit faire des bêtises sur ta page Facebook qui est censée être pour tes amis jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'avais pas décidé de t'afficher en tant que professionnel sur Facebook, ben ça va te porter préjudice. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'avoir deux comptes Facebook. Un compte Facebook professionnel, un compte Facebook perso. Ça, faut jamais faire. Ça sert absolument à rien parce que vous saurez jamais comment vous connecter. Aujourd'hui, tous les appareils qu'on a sous la main, que ce soit un iPhone, un iPad, ou peu importe ce qu'on a, il y a toujours un seul compte qui est configuré à l'intérieur. Et donc, au final, vous allez délaisser le compte professionnel. Moi, je vous dis une seule chose, c'est exactement comme avec l'agenda électronique, exactement euh, comme Facebook, comme Twitter, etc. Il y a une personne, c'est vous, et vous ne pouvez pas vous départager. Une fois, je suis perso, une fois, je suis pro, une fois, je parle comme ça, une fois, je parle comme ça. Ça ne sert à rien. La meilleure façon de travailler dans le business en général, c'est d'être la même personne tout le temps, de ne pas mettre de masque et de ne pas changer d'état d'esprit ou pas changer de façon de parler ou de communiquer lorsqu'on est perso, lorsqu'on est pro. Donc, ton compte Facebook, tu le nettoies. Tu dois apparaître pro. D'abord, je vous déconseille déjà d'utiliser Facebook en tant que perso. Je pourrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir, mais je crois que c'est même pas le sujet parce que il y a plein de gens qui pourraient m'écouter, mais c'est en tant que perso, quand on s'affiche sur Internet, il faut s'attendre à des retombées pas possibles derrière. Moi, je vous déconseille de faire ça. C'est très mauvais. Parlez que professionnel. Affichez que des choses professionnelles sur Facebook. Au final, ça va vous ramener du business. Quoi qu'il arrive, dans une journée normale d'un négociateur, on passe plus de temps, enfin un négociateur ou n'importe quel autre métier, hein, on passe plus de temps à travailler qu'à aller s'amuser. Donc, transformez votre compte Facebook en quelque chose de pro et mettez de côté tout ce qui pourrait porter préjudice. Là, j'ai pas envie de donner les noms, mais hier, je me suis baladé sur les comptes Facebook de certains négociateurs pour leur créer des comptes en ligne, etc. J'ai vu des photos où il y a des gens qui fumaient des joints, ou des gens. Faut enlever ça. Faut enlever. Moi, je Quand suis on pas devient. j'ai jamais Non, j'ai mis pas de. dit que c'était toi. J'ai bien dit que je dis pas les noms, mais j'ai pas envie de donner les noms là maintenant tout de suite. Ça sert à rien. Le but c'est pas de faire du mal, mais au contraire c'est de faire du bien, de donner des bons conseils. Moi je vous dis, ceux qui ils savent de quoi je parle, bah, ils vont se reconnaître. Donc lorsque vous travaillez dans l'immobilier ou dans n'importe quel domaine, vous allez voir à combien les réseaux sociaux c'est quelque chose de très puissant et très utile. Sauf faites gaffe à ce que vous publiez. Enlevez tout ce qui est préjudiciable. Enlevez des photos où vous êtes en maillot de bain. Enlevez des photos où vous n'avez pas l'air sympa et dynamique et intéressant. Enlevez toutes les vidéos qui ne servent absolument à rien. Enlevez toutes les déconnades que vous avez entre amis à la maison. Enlevez tout ça. Ça sert absolument à rien. À part, je ne sais pas pourquoi en fait. Ça sert à rien. Et mettez que les choses ultra professionnelles. Votre travail, des formations, des flyers, de la publicité, peu importe ce que vous allez mettre, l'essentiel c'est qu'on voit votre travail. Pour qu'au final ça vous ramène quelque chose. Moi, j'ai jamais eu de nouveaux amis, vrais amis, créés sur Facebook. Ça n'a jamais existé. J'utilise Facebook depuis que ça existe. Je me suis jamais fait de vrais amis grâce à Facebook. On crée des relations avec des gens lointains et on entretient des relations avec des gens lointains et on oublie d'entretenir les relations avec des gens proches.
Moi, je trouve Facebook quelque chose d'assez bizarre de ce point de vue-là. Donc, arrêtez ces choses-là, commencez à travailler d'une manière professionnelle. Au final, ça va vous générer des clients, des vendeurs, des acheteurs, du business, etc. Mais arrêtez ces bêtises. Ça sert à rien, je vous assure. Si vous vous baladez sur ma page Facebook perso, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien Une seule de photo. préjudiciable. Hein, comment? Une seule photo. Non, non, il y a une tonne de photos. Il y a vraiment une tonne de photos. Mais il y a même des photos où je fais du ski. Mais quand je fais du ski, c'est pour montrer, par exemple, à des négociateurs, tiens, si jamais tu travailles bien, tu peux avoir une belle vie aussi. Mais il n'y a rien de préjudiciable. Il n'y a rien où tu vas me voir avec une bière, par exemple, ou avec un verre de vin dans la main. Tu ne vas pas me voir, encore une fois, dans une situation où je ne suis pas à mon avantage. Ça n'existera pas, ça. Mettez les caméras pour ceux qui peuvent, c'est plus sympa. Parce que des fois, même quand je sais qu'il y a du monde, j'ai l'impression que je suis tout seul. Tout simplement, affichez-vous d'une manière professionnelle. Imaginez, vous allez voir Emmanuel Macron sur son compte Facebook, vous allez le voir dans une situation où il est pas en bonne situation. C'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour son image. Commencez à créer une image, que ça soit toi, Thomas, peut-être tu as envie d'avoir des nouvelles copines, j'en sais rien. Ben, mets-toi dans ton avantage tout le temps. Si tu as envie d'avoir plus de clients, mets-toi dans ton avantage tout le temps. Il n'y a aucune raison de s'afficher sur une photo en fumant des joints. Je ne dis pas ça pour toi du tout. Hein. Je sais que j'ai vu ton compte, il n'y a pas ça chez toi. Mais il y a d'autres photos un peu plus compromettantes. Mais l'idée, c'est justement de garder son image. Quand tu te balades dans la rue, tu vas serrer la main aux gens, tu vas donner ta carte de visite. Les gens, ils vont pas si jamais ils sont intéressés par toi, par ce que tu fais, ils vont aller chercher sur Internet. Par exemple, hier, j'étais en train de me balader sur Internet pour aller chercher des photos de certains négociateurs, comme toi, Thomas, par exemple, comme Sarah, comme Lucas, salut beau gosse. Et j'étais en train de chercher sur Internet vos noms et vos prénoms. Donc, je me balade sur Google et je mets nom, prénom, Thomas et ton nom, etc. Et je ne vois pas des photos de vous. Je vois rien. C'est-à-dire que, non, mais sérieux, il n'y a rien. Vous communiquez pas et au final, les négociateurs se posent des questions pourquoi j'ai pas d'appel, pourquoi j'ai pas de nouveaux clients, à chaque fois je suis obligé de prospecter du matin au soir. Hier, on a parlé de ça, sur le fait qu'il faut utiliser d'autres méthodes de prospection, pas simplement la prospection téléphonique. Mais pour ça, alors bien sûr, je fais des formations sur les réseaux sociaux, sur les campagnes SMS, sur les campagnes de mailing, sur comment faire la prospection par SMS, comment faire la négociation par SMS. C'est des outils qui existent aujourd'hui, qui sont surpuissants pour pouvoir faire entrer des mandats. Vous pouvez faire entrer des mandats par SMS. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est assez simple de faire ça. On ne se fait pas raccrocher au nez et on n'a pas et on peut harceler la personne par SMS. Elle ne peut pas nous raccrocher au nez. Et c'est quelque chose d'assez puissant, mais je ne parle pas d'harceler. Je parle tout simplement de rentrer en communication avec les gens sans spécialement les déranger. Et si jamais vous réfléchissez que d'une seule manière, avec une seule vision, c'est le téléphone, vous allez ramer toute votre vie. En réalité, et ça, je donne toujours cette métaphore-là, et celui qui a quelque chose à ajouter là-dessus, faites-le, parce que ça aidera les autres à avoir une autre vision des choses. Mais lorsqu'on fait de la prospection, qui est quelque chose d'assez routinier chez les négociateurs immobiliers, la prospection, c'est comme la musculation. T'en fais un peu de musculation, Thomas? T'as essayé de développer un peu les muscles, un peu la masse? Oui, mais non. Ceux qui font de la musculation et qui veulent gonfler les biceps, ils vont devoir faire de la musculation de plusieurs manières différentes. On fait certains exercices, hop, pour gonfler ce biceps. On va faire d'autres exercices pour gonfler le triceps. On va faire certains exercices pour travailler l'épaule. On va travailler le muscle différemment. Parce que si on fait toujours le même mouvement en muscu, le muscle, il ne gonfle plus parce qu'il s'habitue à la masse, il s'habitue à la difficulté et à la fin, non, mais on ne parle pas de protéines. Sans protéines, sans rien, on peut gonfler les muscles, mais il faut les travailler à chaque fois d'une autre manière. Salut Laurent. C'est-à-dire que, comme la prospection téléphonique, si jamais on n'utilise que la prospection, si on n'utilise qu'une seule manière de prospection, qui est le téléphone, à un moment donné, nous-mêmes, on se fatigue et les clients, on va les rater parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler avec nos téléphones. Donc, exactement comme la musculation. Si j'ai envie de gonfler mon muscle, il faut que je le travaille de plusieurs manières. Et si j'ai envie de gonfler mon business, mon fonds de commerce, il faut que je le travaille de plusieurs manières. Et donc, pourquoi je vous parlais de Facebook? Parce que Facebook, ça fait partie des outils qui vont nous aider à faire entrer des nouveaux mandats. Mais pour ça, il faut aussi créer
l'envie aux gens de nous contacter. Si jamais tu cherches, tu vas sur Google, et fais le test, Thomas. Va sur Google maintenant, si tu as un ordinateur en face de toi, et cherche Daniel Nadjar sur Google. C'est tout. Cherche même pas ce que je fais. Cherche Daniel Nadjar. Et tu vas tomber sur 2-3 pages de Google, du moteur de recherche, où tu vas tomber sur plein de choses à moi. Si tu vas sur Daniel Nadjar, tu cliques sur Images, tu vas tomber sur plein de photos de moi et plein de photos de gens qui sont en relation avec moi. C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible de ne pas savoir qui je suis si jamais tu recherches un peu. Il y a plein de clients à moi, de partenaires avec qui j'ai fait affaire et que je fais affaire avec eux aujourd'hui encore, qui avant même de signer un contrat avec moi, c'est-à-dire avant le rendez-vous, ils sont partis sur Google, ils sont partis rechercher des choses sur moi. Quand j'arrive au rendez-vous, ils me disent oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'apporter aujourd'hui? Eh bien, j'ai même pas besoin de vendre quoi que ce soit. En général, je vends pas. Je crée une relation. Mais les choses parlent d'elles-mêmes, les images parlent d'elles-mêmes, les blogs, les articles, les podcasts, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et si jamais quelqu'un aime ce que je dis, c'est largement suffisant pour faire affaire avec moi. Et donc, si jamais je te cherche, toi, Thomas, sur Internet, eh ben, je ne te trouve pas. Il n'y a rien sur toi. Il n'y a rien. Et c'est justement l'inverse que tu dois faire. Tu dois non seulement communiquer, toi et n'importe quel autre négociateur, que ce soit Sarah, que ce soit Marina, que ce soit Evelyne qui est avec moi ce matin aussi. Bonjour à Evelyne d'ailleurs, c'est la première fois que vous êtes connecté avec nous. Alors, je vais vous faire un petit raccourci pour vous, Evelyne, tout à l'heure là, sur ce que c'est que le B-Morning, parce que c'est la première fois que vous connectez, donc je vais vous faire un petit rappel là-dessus pour que vous sachiez de quoi on parle ce matin. Mais de quoi je parlais là tout de suite? De se connaître sur Internet. Ah oui, voilà. Du fait qu'il faut communiquer, c'est-à-dire votre travail aujourd'hui tous les jours, c'est de communiquer, mais de paraître toujours professionnel tout le temps. J'ai plusieurs blogs et j'ai les podcasts. Et moi, je vous invite tous, d'ailleurs, à ceux qui veulent, je fais un petit rappel maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai lancé il y a un certain moment. Si vous avez envie, justement, de communiquer sur vous-même, c'est-à-dire de vous afficher, d'assumer votre métier, d'écrire quelque chose qui vous intéresse, un article, vous voulez parler de vous, vous voulez qu'on parle de vous, il y a 50 manières et 50 nuances de degrés qu'on est capable de faire pour pouvoir vous apporter une certaine communication. Oui, c'est-à-dire mettre des images, mettre des photos. À côté de ça, on écrit un article. Toi-même, Thomas, tu peux demain écrire un article. Tu sais que tu écris très bien, Thomas. Tu m'as écrit 2-3 courriers qui sont assez sympas, assez complets, assez marrants. Et avec du contenu intéressant, avec des tournures de phrases qui sont typiquement rien que pour toi. Il y a toujours de l'émotion dans tes phrases. Moi, je trouve que tu écris très bien. C'est-à-dire, tu as un truc. Et moi, je te conseille d'essayer de te mettre à l'écriture. Essaye d'écrire un article. Je vais te demander tu vois, et on va demander l'avis de tous ceux qui participent ce matin en B-Morning et tous ceux qui vont bien sûr lire cet article. Écris un article. Tu écris un texte. Je vais t'envoyer un lien dans quelques minutes, ou peut-être après le B-Morning, et tu vas écrire un article. Je te donne le sujet, d'accord? T'écoutes, Thomas? Oui, j'écoute. Oui. Ton article, c'est pourquoi tu as décidé de devenir négociateur immobilier, comment ça s'est passé dans tes débuts, et où tu en es aujourd'hui. Et je sais que ça fait à peine 2 semaines, 3 semaines, hein, mais ces 2-3 semaines, je suis pratiquement certain que tu peux me remplir 1 ou 2 pages. Donc, tu me rentres dans tous les détails et tu racontes ta vie. Moi, cet article, avec ton style, ne cherche pas à raconter des salades, mais tu vas voir, à un moment donné, on va l'écrire, on va mettre des liens vers ta page Facebook, ton nouveau compte professionnel que tu vas mettre en page, d'ailleurs tu vas effacer plein de petits trucs, on va mettre ton nom, ton numéro de téléphone, ta carte de visite, tes coordonnées, ta tête, et tu vas voir que c'est comme ça que demain, si jamais on cherche sur Google ton nom et ton prénom, on va retrouver ta tête, mais avec aussi du contenu. Et on va commencer à voir qui tu es. Et il y a des gens, et je t'assure, qui pourraient être intéressés par toi. Je vous donne un exemple. Si maintenant, tous les jours, à 12h30, je crée un nouveau compte Facebook. Un nouveau compte, il n'y a rien dedans. Et tous les jours, sur ce compte, à 12h30, j'écris un seul truc. J'écris « j'ai faim » à 12h30. Et je fais ça tous les jours pendant 1 an. Et c'est la seule chose que je fais.
tous les jours à 12h30, pile, j'écris « j'ai faim ». Je vous assure un truc, que si je fais ça pendant 365 jours et que le 366e, j'écris pas « j'ai faim », il y a sûrement des gens qui vont me dire « vous n'avez pas faim aujourd'hui ?» C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils vont s'habituer à des trucs. Vous allez devenir millionnaire. Bah oui, les gens peuvent s'habituer à des trucs et il y a des gens qui sont, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous regardez un peu le monde comme il est aujourd'hui, le monde nous a donné des outils pour faire sortir de chez nous tous les vices que nous avons. On est tous devenus des gens voyeurs et on est tous devenus des gens exhibitionnistes. On a l'impression en fait que c'est des choses, on est devenu comme ça, mais en fin de compte, on a toujours été. Tout le monde est un peu voyeur, tout le monde est un peu exhibitionniste, sauf maintenant, il y a les outils pour ça qui nous permettent de le devenir à fond. Et lorsque je t'ai dit d'écrire ce genre d'article, tu vas voir que d'abord, il y a des gens qui vont lire ça. Il y a plein de négociateurs qui pourraient se retrouver dans ta personnalité. Il y a plein de gens qui pourraient se dire, c'est génial ce qu'il fait, il est en train de se lancer dans un nouveau truc, j'ai envie de voir comment ça va évoluer. Je vais te faire en parallèle un interview, mon cher Thomas, sur ma chaîne de podcast avec mes entretiens avec les négos, et tu vas raconter ta vie, et tu vas voir, ça va commencer comme ça. Et si jamais tu fais ça régulièrement, écrire des articles sur ce qui t'est arrivé, par exemple, en prospection téléphonique hier, ce qui t'est arrivé avec ton premier mandat, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à toi. Et mis à part ça, ça sera dans… Quoi? Ton deuxième mandat? Ça fait rentrer 2 mandats, là? Ouais, hier, on a fait rentrer un lot de parking. Tu as fait rentrer un lot de parking, dans 2 secondes, tu vas me dire ça. D'accord? Tu vas tout me raconter. Mais si jamais tu commences à faire tu vas créer une certaine relation avec une certaine audience qui vont te suivre depuis le début, tu vas voir qu'il y a des gens qui risquent de te suivre et qui vont peut-être te donner des conseils. Là, par exemple, il y a Laurent à côté de toi dans la caméra, il y a Yannick qui nous écoute et Yannick, il a de très bons conseils, Laurent aussi a de très bons conseils. Et il y a plein de gens qui pourraient énormément t'aider, rien qu'en regardant ce que tu fais et en te conseillant. Parce que dans la vie, l'expérience, c'est la seule chose qu'on n'a pas lorsqu'on est NE. Et au fur et à mesure du temps, on va acquérir une certaine expérience. Mais ce que je dis tout le temps, c'est qu'on n'a pas le temps de faire des erreurs et corriger ces erreurs et réparer ces erreurs et profiter de ces erreurs. On n'a pas le temps de faire tout ça dans toute une vie. Donc, si jamais tu as l'opportunité de suivre l'expérience des autres et de corriger tout de suite ton chemin, tu vas avancer beaucoup plus vite. Pour faire une petite parenthèse, comme je l'ai promis à Evelyne, qui est pour la première fois connectée avec nous au B-Morning. Le B-Morning, c'est quoi? En fait, c'est une sorte d'émission quotidienne qui a à 8h30 tous les matins, de 8h30 à 9h30, dont l'objectif est très simple, c'est qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de questions. Moi, de temps à autre, j'aborde des thèmes par rapport à ce qui s'est passé la veille, mais en général, je donne la possibilité aux négociateurs, quand ils le souhaitent, de poser des questions, d'élever une problématique, et mon but, c'est de les aider. Et bien sûr, c'est d'échanger avec tout le monde sur ce qui se passe. Bon appétit, mon cher Laurent, de ce qui se passe dans la journée de tous les jours. Vas-y, Thomas, raconte-moi comment s'est passé hier sur ton lot. Qu'est-ce que tu as fait rentrer? Baruch m'avait accompagné dans le 13e arrondissement pour une place de parking. On a vu la personne, elle était super sympa et tout. Il est monté à son appart. Ouais. Il nous a montré, après on est descendu dans son garage, il nous a montré son Attends. emplacement. Raconte-moi depuis le début, au téléphone, comment c'est passé? Comment tu as créé ce rendez-vous? Ça c'était le vendredi dernier, je crois. Ouais, c'était le vendredi dernier, ça. Ouais. Donc je l'ai appelé. C'est même lui qui m'a incité à venir avant que je lui demande quoi que ce soit. Il a fait vous êtes professionnel ou particulier? Je lui ai fait je suis professionnel. J'ai rien eu le temps de dire. Il m'a dit ah bah venez monsieur à telle rue. C'était 65 rue de je ne sais plus quoi. Il m'a dit venez j'ai des super propositions à vous faire. J'ai rien eu le temps de dire. J'ai fait ah bon ok d'accord monsieur on viendra à 17h à 17h30 on y sera le mercredi. Ouais. Donc on est venu, on s'est présenté comme je vous l'ai dit. Après, c'était une personne très sympa. On est monté chez lui. Il nous a expliqué qu'il avait 13 places de parking. Donc après, on est descendu dans son garage. Il nous a montré l'emplacement qui était sur le bon coin. Mais après, Baruch et moi, nous avons réussi à négocier 4 places qui étaient collées l'une à l'autre. D'accord, alors donne-moi les prix maintenant. Lui, il veut 100 000 euros.
Et Sur puis on a combien de places? négocié. Sur combien de Comment? places? Regarde, je 4. vais t'apprendre un truc maintenant. Je vais t'apprendre un truc. Vas-y, donne-moi les prix des places. Bah, 25 000 par place, lui, il voulait. 25 000 par place, t'en as combien? 4. Et tu m'as dit 13 lots. Non, 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 il a pas voulu donner les 13 pour l'instant parce qu'ils sont en ce moment en location, là. Il y en a que 4 qui sont libres. Et alors, il veut pas les vendre parce que quand ils sont en location? Il a dit vendez-moi déjà cela et après on en parle pour les autres. Mais il veut vendre tous sur le principe? Sur le principe, oui. Mais là, D'accord, là, tout de suite, il voulait vendre que ces 4 places, quoi. d'accord. 25 000 euros la place, Hum. d'accord? Combien ils peuvent se louer? On avait regardé avec Hossein dans cet arrondissement, dans le 13e, il se louait entre 80 et 150 euros. Ok, mais le minimum, c'est 80, c'est sûr? Oui, oui, c'était le minimum. D'accord. Et tu me dis qu'il en a 13 en tout? Hum, Oui? c'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Regarde ce que tu vas faire d'abord. Alors, est-ce que tu sais quelle est la renta de ce parking? Tu sais calculer Ah, la si, si, renta? si, 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 j'avais fait le calcul hier avec Hossein. Si, si, on a vu un résultat de 4,5% ou un truc comme ça. Non, non, c'est pas la question du résultat. Est-ce que tu sais le calculer ou pas? Ah non, non, aucune idée, non. Je sais pas comment faire. Sarah, tu es là avec nous ou pas? Sarah, si tu peux me parler, c'est important. Hop, vous allez apprendre un petit cours ce matin. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est que la rentabilité? C'est Bah ce oui, c'est que c'est les bénéfices qui vont nous rapporter. Enfin, c'est ce que ça va nous rapporter. Non, pas spécialement encore. La rentabilité, c'est-à-dire en combien de temps je rembourse. En fait, il y a deux choses Ah, dans la rentabilité. l'investissement. Non, tu as, l'amortissement d'un côté, tu as la rentabilité de l'autre, tu as la marge, après, il y a plein de choses. Mais l'essentiel, c'est que lorsque tu vas investir de l'argent dans un bien ou dans n'importe quoi, en fait, euh, tu vas devoir chercher si c'est une bonne affaire ou pas. Si maintenant je te pose une question, Thomas et Sarah, je vous pose la question à tous les deux. Si je vous pose la question, est-ce que 25 000 euros, ce parking, c'est une bonne affaire? Quelle est la réponse? Ben, je peux pas vous dire si oui ou non tout de suite. Ok, 25 000 euros à 200 euros. Ouais, ça pourrait l'être. oui, oui, d'accord. C'est des super réponses, mais elles veulent rien dire du tout. C'est du bidon, je pense. Il y a plein de Donc, choses qu'il faut prendre en considération. bien sûr, bien sûr. Alors, le but, c'est pas de vous vanner, sachez-le, hein, le but, c'est que vous appreniez des choses. Mais on part du principe qu'il y a un acheteur qui te pose la question, d'accord? Ou même le vendeur qui te pose la question, estimez-moi, c'est quoi le meilleur prix pour mon bien, à quel prix je vais le vendre? Un parking ou 10 l'autre parking, ça change rien. Et si jamais il y a un acheteur qui te pose la question, alors vous pensez vraiment que c'est une bonne affaire? Parce que dans ton annonce, tu vas sûrement mettre idéal investisseur, coup de fusil, achetez-le tout de suite, coup de cœur. Vous avez marqué ce genre de bêtises qu'il faut absolument pas marquer si c'est faux. Donc, je vous pose la question, si jamais je suis un acheteur maintenant, et je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne affaire? Votre réponse sera... Oui. Alors, Marina, si tu as envie de parler, je peux t'ouvrir le micro, si tu as envie d'échanger avec nous. Et Marina aussi, je te pose la question, parce que tu es en train de me donner des messages sur le chat, tu me dis 15 000 euros, pas plus. C'est pas une bonne réponse, Marina, non plus. C'est pas le prix d'achat qui te dit que c'est une bonne affaire ou pas. Euh, alors, tu me dis que c'est une bonne affaire, Thomas? Pourquoi? Pourquoi c'est une bonne affaire? Tu es un acheteur, là. Non, Je mais sais tu pas, peux je vais dire, te donner pas, la hein. réponse pour Tu peux dire je sais pas. Dans le business, il faut être capable de dire ah, j'ai pas la réponse tout de suite, mais je l'aurai dans 10 minutes. Ça, il faut être capable de dire ça. Et la majorité des commerciaux ou des négociateurs qui sont nazes et qui réussissent pas, c'est qu'ils vont avoir peur de dire qu'ils savent pas et ils vont raconter des salades. Et le lendemain, ils vont devoir revenir avec la vraie réponse et devoir admettre qu'ils ont menti la veille ou qu'ils se sont trompés. Donc des fois, il vaut mieux dire je ne sais pas, je vais savoir tout à l'heure parce que je sais où chercher la réponse, plutôt que de dire des bêtises maintenant. Donc, maintenant, je suis un acheteur, je te pose la question, c'est une bonne affaire ou pas? Sarah, Thomas, Marina, est-ce que c'est Non, une bonne affaire? non, Maintenant, pourquoi non? parce qu'ils sont très chers. Oui, pourquoi? Parce que le prix de secteur, normalement, à Paris 13e, c'est entre
15, 17 ou plus 20 000. On loue à 100 euros par mois, au maximum 120 euros. Je connais très bien le secteur. Et j'ai déjà D'accord. eu beaucoup de places de parking et j'ai pas réussi à les vendre à ce prix-là. D'accord. 13 000, oui, 15 000, pas plus. Toi, tu pars du principe que c'est parce que tu as vendu des parkings à côté que tu pars du principe que 25 000, c'est trop cher. Mais là aussi, Oui, tu fais. peut-être. Maintenant, essaie de chercher l'erreur. Elle est où l'erreur? C'est La le question, si secteur, c'est une bonne affaire ou pas, ça n'a c'est le, aucun rapport avec le prix. c'est le secteur. Si vous me dites Paris 8e, je suis d'accord, même plus. Ou Paris 1e, mais pas Paris 13e. Ok. Quoi qu'il arrive, ta façon de réfléchir aussi, elle est erronée. C'est une façon de réfléchir basique. J'achète un truc à un prix parce que l'autre concurrent, il a tel prix. Donc, si c'est trop cher par rapport à l'autre concurrent, c'est une mauvaise affaire. Mais ça aussi, c'est une mauvaise façon de réfléchir. Il y a deux Peut-être. restaurants, un à côté de l'autre. Un qui est plus rentable que l'autre, alors qu'ils font la même bouffe. Oui, Lequel? mais un restaurant, c'est un restaurant. Une place parking, c'est une place parking. Même pas en Non, box. On parle d'une place parking, on parle pas d'un box, je Daniel. te repose la question, Marina. Comment tu D'accord. sais que c'est une bonne affaire ou pas? Parce que je me base sur le passé, en fait. Je me Eh base oui, sur le passé, de ce qui s'est passé avec moi. J'ai des places de parking en vente à Paris, 13e rue Palbiac. Elles sont à 13 000 euros. On les vend pas. On est d'accord. pas parce que tu les vends pas que c'est trop cher. C'est parce que Oui, peut-être chaque fois pas que je le avant. fais visiter, pourtant j'ai une commission de 2 500 € parce qu'une place parking, je peux pas mettre le même prix qu'un appartement. Les Mhm. réponses, ah, elles sont trop chères, c'est une place parking, c'est pas un box. Maintenant, je fais même plus visiter parce que le propriétaire, il veut pas baisser le prix. D'accord. Maintenant, tu vas Maintenant, passer. peut-être que ces places, c'est vous, 25 000 euros, je ne sais pas. Je me base sur mon passé, Ok. pas Alors maintenant, tu plus. vas passer sur ton futur et tu vas D'accord? réfléchir. Oui. Maintenant, je vous écoute. Non, c'est pas ça. Je te demande pas de m'écouter, je te demande de réfléchir. Comment on vérifie si quelque chose est rentable ou pas? Bah, je fais mes Je t'ai pas demandé calculs et quand si je c'est pas cher. ne Je connais te demande si pas, c'est je me base rentable sur ou les pas. prix des ventes des notaires qu'ils ont vendus. Quand je veux savoir les prix, je me base sur les ventes précédentes dans les notaires du secteur. C'est Ok, comme ça que Marie, je fais. n'écoute pas. Oui, Tu n'écoutes pas ma question. Je t'ai pas demandé si c'est cher ou c'est pas cher. Je t'ai demandé si c'est rentable ou pas rentable. oui, Ce sont deux questions totalement différentes. La oui, notion tout de à prix n'a aucun rapport maintenant. La question cher, pas cher, je l'ai expliqué dans 1000 formations, mais je le réexplique maintenant. La notion cher, pas cher n'existe pas. Quand tu dis quelque chose est cher, c'est faux. Tu dis, par exemple, si je te dis, est-ce que tu as un iPhone? Tu dis non, l'iPhone c'est trop cher. Le mot cher, c'est un mot erroné. En réalité, quand quelqu'un te dit c'est trop cher, il te dit le prix de l'iPhone est plus cher que la valeur que j'attache à l'iPhone. oui, Tu tout comprends à ce que fait. je dis ou pas? Oui, oui, C'est-à-dire, oui, je sais. j'attache beaucoup de valeur à l'iPhone, donc 700 euros, c'est pas cher. J'attache pas assez de valeur à l'iPhone, donc 700 euros, c'est trop cher. Mais Oui, cher, pas cher, c'est une question d'abord subjective et qui est en rapport direct avec la valeur qu'on attache aux choses. Par exemple, il y a des gens qui vont aller au Club Med chaque année. Ils vont passer une semaine à 5000 euros la semaine. D'accord? 5000 euros. Dans n'importe quel hôtel, ça serait 1000 euros. Là-bas, c'est 5000. Pour toi, tu vas dire peut-être c'est trop cher. Pour un autre gars, il va dire 5000 euros, c'est tout pour le bonheur que j'ai réussi à avoir pour une semaine. Donc pour une autre personne, c'est pas cher. Toi, c'est cher. Pour toi, c'est peut-être cher parce que tu n'as pas l'argent. Pour lui, c'est pas cher parce qu'il a l'argent. Non, c'est par rapport avec la valeur qu'on va attacher aux choses. La notion de prix, cher, pas cher, c'est quelque chose d'erroné. C'est la seule manière que les commerciaux basiques vont avoir pour comparer un produit avec un autre produit. Tiens, le mien, il est moins cher que l'autre. On n'attache pas d'importance à ça. Il ne faut pas attacher ni toi l'importance à ça, ni ah, le propriétaire doit attacher l'importance à ça. Et comme moi je suis un pro, j'ai pas fait ça. Non, mais 2 secondes. On apprend des choses. D'abord, je vous ai posé une question sur la rentabilité. Je ne vous ai pas posé la question, c'est cher ou pas cher. Il y a une question de prix. Maintenant que tu regardes les ventes du passé,
c'est un autre sujet. Et je vais faire cette petite parenthèse sur le sujet. Un appartement, peu importe où il est, à Paris, peu importe quel quartier, à votre avis, est-ce qu'il aura toujours le même prix, cet appartement? Non. Ah non, non. Alors, il n'aura pas toujours le même prix, mais comment le prix va changer? Ça dépend Par de quoi? rapport Par rapport aux gens qui vivent dans le quartier, je suppose. Alors, oui. tu dis par rapport au voisinage? Allez, je note. Toi, tu dis voisinage. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait changer La cote du quartier. valeur intrinsèque d'un produit, d'un prix, d'un bien immobilier? La cote du quartier. Pas la cote. Non, et l'état de l'appartement. C'est un appartement que vous achetez, Quoi d'autre? puis vous le rénovez, puis vous lui donnez de la valeur. C'est vrai que vous pouvez Alors, non. vendre. Marina, s'il te plaît, ne me Oui. rajoute pas. Je te dis un appartement. Avec le temps, comment il change? Si j'ai pas changé la valeur de l'appartement, j'ai pas rajouté une pièce, j'ai pas rajouté de jacuzzi, j'ai rien fait dans l'appartement. Est-ce que le D'accord. prix de l'appartement reste le même ou il change? Non, et bien changer, façon Ok. de ce quartier change aussi. Par rapport à quoi? Alors, on m'a dit le voisinage, le quartier. Quoi d'autre? Comment va l'économie Le gouvernement? l'économie, quoi. Le gouvernement. Quoi dans le gouvernement? Ben, par exemple, par rapport aux lois, Quoi? Quelle loi? Donne-moi un exemple. On part d'un je sais principe, il y a un appartement à 320 000 euros. oui. Sur les 20 dernières années, son prix il a changé. Il a baissé, il a augmenté. Par rapport à quoi son prix il a baissé, il a augmenté? Qu'est-ce qui Moi, a influé? je me base sur le quartier, en fait. Ouais, ouais. À l'année du bâtiment, peut-être? Ça, c'est le bien lui-même, d'accord? Donc, il a une certaine valeur intrinsèque, on va dire, voilà, 320 000 euros ou 300 000, peu importe. On va dire que est-ce que le produit qui a 320 000 euros il y a 10 ans, est-ce que son prix peut augmenter aujourd'hui ou peut baisser demain? Est-ce que ça Oui, existe? Que le prix d'un bien baisse et augmente? Vous avez remarqué ça dans votre vie ou pas? ben, le Vous prix avez du mètre carré, oui. plus que 18 ans ou pas? Vous êtes Oui. tous des petits, ah non, n'est-ce pas? Donc, vous avez regardé un peu Internet, vous avez regardé un peu les informations, vous avez regardé un peu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu qu'il y a des prix qui augmentent, qui baissent, que le prix du marché qui augmente, qui baisse, que le prix du mètre À carré à cause de Paris. l'économie du pays aussi, ouais, ce que j'ai dit. Ok, alors, toi, tu me dis l'économie du pays, mais c'est qu'est-ce qui influence l'économie du pays? La Qu'est-ce qui bourse. influence le prix d'un bien immobilier? On se concentre sur la microéconomie là maintenant. Le bien immobilier lui-même. Qu'est-ce qui influence son prix? Le taux Et d'emprunt, par Ah, exemple, si tiens, c'est ce très que je bien, voulais dire moi aussi. très bien. Quoi d'autre? Vous pouvez interagir, Laurent, même si vous avez les réponses. Quoi d'autre? ah ben, par exemple, si jamais quelqu'un vote pour L'offre et la demande. L'offre et la demande, bien sûr. Quoi d'autre? Marina, allez, Oui. mis à part les notaires ou les ventes passées que tu as fait hier, comment un produit, pourquoi son prix change? Ah bon, moi, je me base toujours sur le valeur de secteur. C'est un secteur qui évolue, le prix il peut remonter. C'est un secteur que moi, là, à la gare vitrique, donc les prix, ça baisse assez vite fait, hein. Non, il faut que tu changes d'état d'esprit, Marina. Ta façon de voir les choses, elle Moi, est je les vois comme ça. Je linéaire. connais pas Oui, d'autres, en fait. je suis en train de te montrer autre chose. Regarde, il y a des gens, je te donne un exemple. Il y a des Oui, gens qui vont ouvrir des sociétés aujourd'hui dans le monde, ils vont écrire sur un bout de papier une idée, ils vont les présenter à des gens et ils vont prendre 20 milliards d'euros. Il y a oui. des gens qui vont payer 20 milliards d'euros pour acheter une idée. Et toi, tu vends un appartement par rapport à un autre appartement. Et donc, ton prix de l'appartement sera toujours le même, à 10 000 euros près. Mais pourquoi tu ne vendrais pas un appartement plus cher? Pourquoi tu ne vendrais pas un appartement moins cher? Pourquoi tu négocies pas à la hausse, à la baisse, comme il le faut, selon des vrais critères? Pourquoi quelqu'un achète 20 milliards d'euros une société qui n'a pas encore été créée, qui a généré zéro revenu, et qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter cette idée pour 20 milliards d'euros? Parce que d'abord, ce n'est pas possible de le comparer à une autre société qui fait la même chose, mais il y a une raison pour ça. Quelle est la raison pour laquelle un bien change de prix? Donc, vous m'avez donné pas mal de choses. Vous m'avez donné le voisinage, c'est vrai, il peut changer le voisinage, parce qu'on parle de changement de prix.
D'accord? Par contre, tu ne vas pas changer le numéro de rue, même si ça peut arriver de temps en temps, mais c'est une fois tous les 100 ans. Les taux d'emprunt, tu as super raison, Sarah. L'offre et la demande, tu as super raison, Yannick. Il y a d'autres choses. Vous m'avez parlé du gouvernement, mais c'est pas assez, t'es pas rentré assez dans le détail. Donc, Est-ce je que vous vous dis, pensez quoi? la Qu'est-ce que vous avez dit, fiscalité. Laurent? J'ai pas entendu. La fiscalité. Oui, la fiscalité, bien sûr. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question, que La comment? qualité du vendeur. Ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Moi, je peux te parier un truc, Marina, c'est que si jamais on vend le même appartement, toi et moi, je peux le vendre plus cher que toi. Ouais, je me doute pas. Non, mais doute, doute. Et moi, je te dis, je suis capable de vendre ton bien, le même bien que toi, plus cher. Parce que toi, tu t'attaches à un prix qui est écrit nulle part, et moi, je m'attache à la valeur que les gens pourraient attacher au bien. Oui, le potentiel aussi, ça peut changer un petit peu. C'est-à-dire que Moi, s'ils ont un coup de cœur pour la maison, on peut les couillonner, c'est ça? pourquoi tu utilises le mot couillonner? Bah, je sais pas, parce que si la valeur réelle est entre 300 et 350, 2 secondes. Pourquoi tu utilises le mot couillonner? bah, parce que si la valeur réelle est entre 300 et 350, disons, on lui prend 400. Mais c'est quoi la valeur réelle? C'est quoi la Bah, valeur réelle? c'est La valeur réelle, c'est vendu. ce que l'acheteur va bien vouloir payer pour acheter le bien. C'est ça la valeur réelle. Laurent, expliquez-moi encore une fois, enfin répétez-moi encore une fois, c'est très important ce que vous dites. Parce que des fois, quand La moi je valeur- dis les choses, ça rentre pas dans le cerveau des gens. Allez-y, répétez ça. Moi, je dis juste que la valeur réelle d'un bien, quel qu'il soit, c'est ce que les personnes qui vont l'acheter sont prêtes à payer pour l'avoir. C'est tout. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour l'iPhone. Moi, je suis prêt à acheter un iPhone 1000 euros parce que je veux un iPhone. 100% d'accord. Je n'achèterai pas un Android 1000 euros parce que j'aime pas les Android. Ça vaut peut-être 1000%, 800 euros pour d'autres. Pour moi, ça vaut pas. 3000% d'accord. Maintenant, Thomas, il dit qu'on couillonne les gens. On couillonne pas les gens. Non, mais c'est pas le mot adéquat, mais Mais c'est pas le mot, c'est pas un mot du tout. C'est pas un Non, mot mais du parce tout. que C'est pas à le- nous, Thomas, 2 secondes, Laurent, c'est pas à nous, Thomas, en tant que négociateur, devons définir le prix d'un bien. Chaque négociateur en immobilier en France qui fait d'estimation, c'est un abruti. Chaque négociateur en France qui va fixer le prix d'un bien, c'est un abruti. Il n'a rien compris, ni au business, ni à l'immobilier, ni aux clients, ni aux vendeurs, ni aux acheteurs. Il n'a rien compris. C'est pas parce que quelqu'un va acheter cher un bien que je l'ai couillonné. C'est qu'il attache énormément de valeur à ce bien. C'est lui qui a décidé d'acheter. Si tu prends n'importe quel millionnaire et tu lui vends un bic, il va pas vouloir l'acheter parce que c'est un bic. Parce que quand il va signer un contrat à 10 millions d'euros avec un bic, on va se foutre de sa gueule, tu comprends? Oui, mais le fait, c'est parce qu'il y a beaucoup des agences qui vont et les estiment les biens beaucoup plus élevés que le prix de la valeur. Puis on arrive derrière, on se fait Fais-moi ah un ben plaisir. non, mon appartement il veut tant parce que telle agence elle me donner le prix de tant. Nous on peut rien dire parce qu'on n'est pas expert, Ne mais dis pas. on se fait avoir comme ça. Non, tu te fais avoir comme ça. Ne dis pas nous. Oui, voilà. Ne, Oui. ne m'englobe pas dans ton système. Ne m'englobe pas dans ton. Toi, tu fais une certaine chose, ça ne veut pas dire nous. Tout à fait, vous avez raison. Mais il y a plein d'agences qui les estiment en dehors de prix. Mais Les c'est ce que je grandes viens de te agences, dire. c'est plus les grandes agences. Comment, voilà, je donne Écoute-moi, pas des. écoute-moi. C'est clair ce que je dis. Je suis en Oui, diffusion live, c'est-à-dire oui. n'importe qui peut écouter ce que je vais dire, et je le répète haut et fort. Daniel Nadjar a dit que tous ceux qui font des estimations sont des abrutis finis. Tu entends ce que je dis? Oui, Ne oui. comprennent, Vous comprennent deviez rien le dire à certaines parce agences et à que certains je te parle clients. des négociateurs. Maintenant, il y a une seule personne qui est capable de dire combien ça vaut un bien. Une seule personne pour chaque bien. C'est l'acheteur lui-même. C'est lui qui décide combien il a envie de mettre pour ce bien. Maintenant, il va se baser sur un truc. Il va se baser sur le prix de vente, ce qui est affiché. Il va négocier à la baisse, il va négocier à la hausse, mais c'est lui qui décide combien ça vaut pour lui cet appartement. Pourquoi, par exemple, je donne très souvent le conseil, si jamais on a quelqu'un, on a de l'argent et on a envie d'investir dans l'immobilier, il ne faut jamais acheter pour habiter. Il ne faut jamais acheter pour habiter. Il faut toujours acheter pour investir
jamais pour habiter. Quand tu achètes pour habiter, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, et à chaque fois, j'ai eu les mêmes batailles avec mes ex-femmes. Toujours les mêmes batailles. Viens, on achète Ah, parce un que bien. c'est numéro 2, c'est ça? Il faut partager après. Non, je te parle même pas de ça. Je te parle même pas de ça. Je te parle que si jamais ma femme, elle veut absolument qu'on habite quelque part, et on va faire des visites d'un appartement, et elle veut que l'appartement qu'on va acheter soit juste à côté de l'école des enfants, soit juste à côté de sa copine, soit juste à côté de sa salle de gym, soit juste à côté de sa boulangerie, soit juste à côté de sa mère. Donc, si elle trouve l'appartement qui correspond exactement à ses critères de recherche, peu importe le prix du bien, elle va pas vouloir le lâcher. Et le mec qui est en face, qui est le vendeur, il va savoir qu'elle veut pas lâcher cette affaire. Et jamais ce bien sera négociable. Parce qu'il y en a un comme ça qui correspond pile poil à ses critères de recherche. Donc, quand on achète pour habiter, on va essayer de faire que tous les critères soient exactement comme je veux. Et la personne qui est en face de moi, elle le comprend, ça. Elle le sait, ça. Et elle va Ça, c'est jamais vrai. le vendre au bon prix. Ça m'est déjà Et donc, arrivé. on n'achète jamais pour habiter, on achète pour investir. Donc, moi, j'ai acheté plein de biens dans ma vie, mais toujours pour investir, jamais pour habiter. J'ai toujours habité en location et j'habiterai toute ma vie en location. Parce que la location, je peux changer quand je veux. L'appartement que j'ai acheté pour habiter, il me rapporte rien. Des fois, il va me coûter plus cher que ce que je pourrais louer. Et mis à part ça, je ne peux pas partir quand j'ai envie. Bien sûr, je peux le louer derrière. Mais l'essentiel, c'est d'acheter des biens pour investir, c'est-à-dire je vais trouver les bonnes affaires, pas spécialement là où j'ai envie d'habiter, des trucs pas chers, dans des quartiers où j'habiterai jamais. Et là-bas, je pourrais avoir une rentabilité. Donc, le but de la discussion, c'est la rentabilité. Mais une des choses que tu dois faire, Marina, et moi, c'est quelque chose que je te conseille. Si tu as envie d'avancer dans la vie, de changer d'état d'esprit, il faut d'abord changer la façon de penser. Si jamais tu vas essayer de prendre, as envie d'apprendre quelque chose, il faut d'abord effacer ce que tu as déjà appris. Tu apprends une nouvelle chose, après tu compares les deux. Mais tu ne peux pas essayer de faire du nouveau avec de l'ancien, ça ne marche pas. L'état d'esprit de toutes les agences immobilières sont exactement comme toi. C'est-à-dire, je prends un bien, il s'est vendu hier à 320 000, demain il se vendra à 320 000, 325 000 ou 315. Parce qu'on va se baser sur une seule chose, les prix de vente du passé. Sauf, le problème, c'est que tu ne cherches pas à vendre le bien hier, tu cherches à vendre le bien demain. Je vous pose une question. Est-ce que ce bien-là à 320 000 euros, aujourd'hui, il est plus cher ou moins cher que quand François Hollande était au pouvoir? Il est plus cher. Pourquoi il est plus cher? Parce que le temps évolue de plus. Non. Écoute-moi bien ma question. Est-ce que le prix d'un bien, aujourd'hui, il est plus cher ou moins cher qu'à l'époque de François Hollande? Il est plus cher Justement, il y parce avait que ça parti. la vie, elle est évoluée, le prix, il est remonté aussi. Mais à cause de quoi? Et réponds à ma question. De Moins la cher, vie, plus cher de la par vie, rapport à François Hollande? de la vie, parce que la vie est plus chère aussi. Bon, t'écoutes pas ma question. Sarah, Thomas, écoutez la question. Est-ce qu'un bien aujourd'hui est plus cher ou moins cher qu'à l'époque de François Hollande? François Hollande, j'ai pas dit n'importe quoi, j'ai dit François Hollande. Oui, mais alors là, aucune idée, je m'intéressais pas trop à ça à cette époque-là. Là. À partir d'aujourd'hui, tu t'intéresses. D'accord, je pourrais y répondre demain. Enfin, lundi plutôt. Dans 6 mois, peut-être, tu pourras répondre. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas t'abonner sur Facebook à Emmanuel Macron, à Mélenchon, à Marine Le Pen, et tu vas écouter Non, tout pas ce... Le Pen, non. Non, Tout sauf le attends, je déteste Marine Le Pen, mais tu es obligé d'écouter tes ennemis pour pouvoir les combattre. Donc, tu dois écouter toutes les idées qui existent sur le marché. Parce que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours tous les gens. Bon, Et alors, avec Macron. plein d'avis différents. Donc, tu vas tout écouter. L'économie, la politique, tout ça, c'est un ensemble, c'est pas une seule personne. Et donc, je vous repose la question. Est-ce qu'un prix d'un bien était moins cher dans toute la France avant François Hollande, après François Hollande, avant Sarkozy, après Sarkozy, avant Macron, après Macron? À votre avis, le prix du marché était plus élevé à l'époque de François Hollande ou Macron? Macron, je dirais. Parce que Hollande, c'était plutôt un socialiste qui voulait soi-disant, je sais pas, améliorer la vie des gens, mais bon, ça a pas fait. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je pense que... alors, je sais pas si c'était moins cher ou plus cher, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible d'investir et d'acheter un bien qu'avant, parce qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place.
Si jamais vous avez suivi la politique, alors Thomas m'a dit que tu ne pas la politique, mais à partir d'aujourd'hui, tu suis la politique, c'est impliqué dans ton pays, c'est quelque chose de très important. Mais il y a une époque avant Sarkozy. Qui c'est qui était avant Sarkozy, Laurent? C'est qui avant Sarkozy? Sarkozy. C'est Chirac. Moi, j'étais pas trop à cette époque-là en France. Non, c'est vrai. J'étais pas. Bah, il faut suivre la politique, monsieur Nadia. Je suis. Mais pas spécialement la politique du pays. Je suis la politique dans le pays où je suis. Je ne suis pas la politique dans n'importe quel pays. Je suis la politique en Yougoslavie. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? Bon. Maintenant, Sarkozy a donné l'envie à des investisseurs à investir. A donné l'impression aux Français que d'investir dans la pierre, c'était quelque chose d'important. Il leur a donné l'impression que si jamais ils investissaient de l'argent, ils pourraient gagner de l'argent et ne pas être taxés du matin au soir. François Hollande arrive et dit « je taxe les riches ». Mon ennemi, c'est les banques. Il dit ça. L'état d'esprit des Français a dit « ouh, on va se faire arnaquer, donc on va tout vendre ». Il y a eu une crise d'immobilier, les prix de l'immobilier ont baissé à cause de cet état d'esprit général qui n'était pas spécialement reflété sur le marché. Mais l'état d'esprit des acheteurs, j'achète pas aujourd'hui parce que je vais me faire taxer. L'état d'esprit des vendeurs, c'est il faut que je vende avant que le prix baisse. L'état d'esprit des investisseurs, c'est il faut pas que j'investisse maintenant, je vais attendre. Macron arrive et dit non les gars, maintenant investissez dans des boîtes, prenez de l'argent, investissez dans l'immobilier, tout va bien se passer pour vous. Il donne l'envie aux gens d'investir dans l'immobilier et partout ailleurs. Le prix d'un bien à l'époque de François Hollande était très bas. Le prix d'un bien à l'époque de Macron était très haut et il commence à augmenter. Mais pas parce que le prix a changé, parce que la valeur de l'investissement dans la pierre est devenue plus importante que l'investissement ailleurs. Aujourd'hui, les gens ont plus envie d'ouvrir des startups, ont plus envie d'investir, ont plus envie de se battre, ont plus envie d'être entrepreneurs qu'à l'époque de François Hollande. Ah bah, à l'époque de François Hollande, il suffisait de le C'est un voir. état d'esprit. Ce qu'elle a dit, Sarah, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, les acheteurs, quand ils achètent pas spécialement avec l'argent qu'ils ont. Personne n'achète avec l'argent qu'il a. Tout le monde achète avec l'argent de la banque. Si la banque prête, les gens achètent. Si la banque ne prête pas, les gens n'achètent pas. C'est aussi simple que ça. Si la banque prête à des taux élevés, les gens vont se freiner à acheter. Si elle prête à des taux bas, les gens vont se courir pour aller acheter des biens. Donc, après, il y a l'offre et la demande. Il y a tellement de choses qui influencent le prix d'un bien que se limiter au prix de vente du passé du voisin, c'est une erreur astronomique. Il ne faut pas jouer ni couillonner qui que ce soit. Notre objectif en tant qu'agent immobilier, non mais je te dis que ce soit très clair dans ta tête. Moi, je couillonne personne, j'en tue personne, j'en n'arnaque personne. C'était pas le mot adéquat, c'était juste le premier Tu truc. vas l'effacer de ton cerveau. Moi, je ne forme pas des gens. Tu effaces ce mot de ton cerveau. C'est pas parce que les gens achètent quelque chose de cher à tes yeux que tu les as entubés. Les gens achètent au final seulement ce qu'ils ont envie d'acheter. Les gens, ils vont négocier 10 000 € un appartement, mais ils vont acheter un sac Louis Vuitton demain à 15 000. Les gens, ils vont mettre de l'argent là où ils ont envie de mettre. Ton but à toi, de représenter le vendeur, lui, il veut vendre au plus cher, de représenter l'acheteur, il veut acheter au moins cher. Ton but à toi, c'est pas de satisfaire les deux. Ton but à toi, c'est de vendre le prix au prix du marché, le bien au prix du marché. Le prix du marché, c'est exactement comme il a dit Laurent, c'est ce que l'acheteur est capable d'offrir et le vendeur, ce qu'il est capable d'accepter comme offre. Le prix du marché, c'est ça. C'est uniquement ça. Ceux qui font des estimations sur les prix du passé, ils sont déjà en train d'entuber le vendeur. Et c'est pour ça que je dis c'est des abrutis et c'est pour ça que je dis c'est des arnaques de faire des estimations. Parce que estimer, ça ne veut pas dire que c'est le prix du marché. Estimer, si on se base sur les ventes du passé, le vendeur est en train de perdre de l'argent. L'acheteur est en train de gagner. Mais nous, on ne veut pas faire gagner un et que l'autre perde. On ne veut pas faire ça. On veut que les deux gagnent. Et lorsque je décide de vendre mon bien aujourd'hui, je veux vendre mon bien aujourd'hui au prix du marché d'aujourd'hui, pas au prix du marché d'hier. Faire les estimations sur les ventes du passé, sur les bases notariales, sur les estimations de site internet, c'est déjà arnaquer le vendeur. La meilleure façon de fonctionner, c'est d'étudier le marché en temps réel et de trouver
l'équilibre entre l'offre et la demande. Thomas, est-ce que tu sais quoi l'offre et la demande? Bah, c'est quand, c'est quand quelqu'un. Merci, Oui, je Sarah. sais ce que c'est, mais je sais pas comment l'expliquer. Sarah, elle me dit, j'espère qu'un maximum de personnes vont entendre ces phrases, c'est important. Bien sûr que c'est important, et je te dis, c'est pour ça que je fais ça en live, et j'ai pas peur de ce que je dis. C'est-à-dire, demain, si quelqu'un, un gros calibre sur l'immobilier, entend ça et dit, oh, mais Daniel Hadjar, il dit qu'on est des abrutis parce qu'on fait des estimations, et ben j'assume. S'il faut, qu'il m'invite chez Jean-Jacques Bourdin et j'en parlerai. S'il y a J'en ai rien à- plus d'offres, le prix augmente. S'il y a plus d'offres que de demandes, le prix baisse, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Tu peux répéter ça clairement et en français, tranquillement, sans pitié. S'il y a plus d'offres, non, Ouais. s'il y a plus de demandes que d'offres, Ouais, les prix, naturellement, ils augmentent, vu qu'il y a plus de demandes. bravo. S'il y a plus d'offres que de demandes, les prix, ils baissent. Bravo. Donc, voilà, quoi. Voilà, quoi. C'est exactement ça. Maintenant, pour te répondre à la question de départ, c'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est d'abord, c'est quel prix, quel bien, à quel prix j'achète un bien immobilier, en combien de temps je vais le financer et dans combien de temps je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent sur ce bien-là. Si je te pose une question, 25 000 euros, c'est cher ou pas cher? Moi, je t'ai posé une colle parce que c'est une arnaque cette question. Elle ne veut rien dire du tout. Si jamais tu ne me poses pas une deuxième question de toi, c'est cher ou c'est pas cher, mais ça dépend du prix auquel je vais le louer. Si maintenant je prends un bien à 25 000 euros et je le loue 80 euros, je vais te montrer comment on fait le calcul. Tu vas comprendre que c'est trop cher et c'est pas rentable. Si je prends, Marina, si tu m'écoutes, le même bien à 25 000 euros et il est loué à 600 euros, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Parce que c'était ça ma question de départ. Ah oui, c'est une bonne affaire, parce qu'il y a une Ah bonne ben rente. oui, pourquoi ça change? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était trop cher, 25 000 euros. Parce que je me vois pas louer une place de parking d'investir 25 000 euros Exactement, parce qu'il n'y a pour pas une le place de marché. parking qui va m'emporter 80 ou 100 euros par mois. C'est Je hors suis de d'accord avec question. toi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tout dépend de la rentabilité. La rentabilité, ce n'est pas un prix d'achat. La rentabilité, c'est un prix d'achat, une location et une rente. C'est ça une rentabilité. Si tu achètes un truc qui te ramènera 0 euros, quoi qu'il arrive, c'est trop cher. Si j'achète un truc qui me sert à rien et qui me coûte 1 euro, c'est cher ou pas cher? C'est pas cher, c'est cher. C'est trop cher, ça sert à rien. Ben oui, ça sert à rien. 1 euro, c'est trop cher si ça sert à rien. Si j'achète un truc 1 million d'euros qui me ramène 2 millions d'euros, c'est cher ou pas cher? Non. Eh oui, c'est pas cher parce que ça me ramène 2 millions d'euros. Donc, la notion cher, pas cher, ça n'a aucune importance là maintenant tout de suite. Donc, quand un acheteur, et ça c'est pour vous répondre à la question et après on finira avec ça, si on te pose la question à si un acheteur, excusez-moi, te pose la question, est-ce que ce parking c'est une bonne affaire? Il faut que tu aies toutes les réponses dans la main. Première réponse, elle va être constituée du prix d'achat pour lui, ta commission elle est dedans et le montant de la location. Donc, bien sûr, il faut que la location elle soit en rapport direct avec le marché, mais pas chercher à dire une fourchette entre 80 et 150 euros. Il faut savoir à combien on peut le louer réellement. Et si jamais tu veux vendre une affaire de la meilleure manière possible, tu cherches à le louer d'abord le parking. Tu cherches à les locataires. Mis à part ça, tu vas prendre une commission sur la location du parking. En tant que négociateur immobilier, ton business, c'est de gagner de l'argent en vendant du service. Donc, trouver un locataire pour le parking, c'est intéressant pour le vendeur. Trouver un locataire pour le parking, c'est intéressant pour l'acquéreur potentiel. Quelqu'un qui va acheter 4 lots, son objectif, c'est pas d'avoir 4 bagnoles et de les mettre dans le parking. La majorité du temps, c'est pour investir son argent quelque part qui lui ramène une rente. Donc, première chose, tu dois vérifier pour le lot. Ce que tu vas faire aujourd'hui, Thomas, tu m'écoutes bien. Ce que tu vas faire aujourd'hui, Viens, mon chat. Ah non. ce que tu vas faire aujourd'hui pour le parking, c'est une chose. Et quel jour on est? On est jeudi. J'aurai pas le temps de finir ce que j'ai envie de t'expliquer maintenant, et parce que j'ai un super document Excel que j'ai envie de vous donner pour la rentabilité, un truc génial. Tu te rappelles, Thomas, lundi matin, au B-Morning, que je vais continuer à parler de la rentabilité, mais je veux que tu fasses un truc avant lundi matin. Tu m'écoutes? Tu vas aller revoir le vendeur. Ça, c'est très important. Et tu vas commencer à ouvrir ton état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de faire du business. Tu as un vendeur qui a 13 lots, mais il va en vendre que 4. Moi, je te dis tout de suite qu'il va en vendre que 4 parce que c'est les 4 seuls qu'il ne peut pas louer. Si jamais il les loue, ça se trouve, il ne voudra pas les vendre. Donc, ce que tu dois faire maintenant,
c'est de vérifier le prix de la location. Et tu vas lui dire comme ça, monsieur, venez, on signe un mandat de location que peut-être je ne louerai pas demain. Et si je vous amène des locataires, vous pourrez dire non, ce n'est pas important. L'essentiel pour moi, c'est d'afficher la réalité du prix de votre parking. Donc, j'ai envie d'essayer de trouver des locataires. Donc, je mets de la publicité, ça ne vous coûtera rien, monsieur. Et si jamais vous trouvez pas, on ne trouve pas de locataires, ce n'est pas très grave. Mais on publie ces parkings en location et on voit combien les gens sont prêts à louer. Tu vas essayer à louer le parking à 150 €, après à 140, après à 130, voire plus cher, tu ne sais pas. L'essentiel, c'est de savoir combien de personnes vont se positionner pour un prix à 150, pour un prix à 140, pour un prix à 130 en location. Et d'après ça, on pourra calculer la vraie rentabilité de ce bien. Et d'après ça, tu pourras aller voir le vendeur pour négocier son prix du parking. Parce que si c'est 25 000 € et que c'est inlouable à 80 €, donc 25 000 €, c'est trop cher. Parce que le prix, ça n'a aucune valeur. L'essentiel, c'est la rentabilité. Et à 25 000 €, tu as une renta très basse sur le parking. À 15 000 €, ce sera peut-être plus intéressant si on peut se louer qu'à 80 €. Mais ce qui t'intéresse à toi, c'est de faire une pierre, 4 coups. Tu as 4 parkings, tu vas les louer 4 fois, 4 commissions de parking pour la location et surtout vendre le lot. Peut-être vendre un parking, peut-être en vendre 4 d'un coup, peut-être vendre les 4 fois. 4 fois, 4 commissions, un lot, une commission. Et potentiellement lui dire pourquoi on ne vendrait pas les 13 maintenant, que je vende celui-là ou pas, ça ne change rien. Et tu vas lui dire aussi, on va prendre un mandat de location pour les 4 parkings, pour tester le marché. Vous n'êtes pas obligé de louer derrière. On va prendre un mandat un mandat haut pour les 4 lots de parking pour tester le marché, à quel prix on pourrait les vendre. Et on va prendre aussi un mandat pour les 13 lots. Vous n'êtes pas obligé de vendre. La seule chose qui m'intéresse, c'est potentiellement amener des offres et montrer qu'il y a des parkings à vendre. Et demain, peut-être, que si je vous amène une offre intéressante, vous pourrez vendre peut-être les 13 parkings. Tu comprends ou pas? Et tu dis, vous vous engagez absolument à rien avec moi. L'essentiel, c'est qu'on va essayer de vendre les 4, on va tester le marché sur la location et potentiellement vous amener des offres sur les 13. Vous voulez pas accepter les offres, c'est pas grave. Regardez, c'est écrit en toutes lettres. Vous pouvez refuser toutes les offres qu'on vous amène. Tu as compris ce que j'ai dit là maintenant? Tu fais ce discours avec ce gars-là, c'est exactement le même discours que moi je donnerais à ce vendeur-là. Je t'assure qu'il va te prendre pour un businessman, il va comprendre que tu es là pour faire des affaires, il va potentiellement te dire pourquoi pas, venez testons le marché. Tu vas revenir potentiellement avec des offres dans une semaine, dans 2 semaines, et peut-être que tu auras 13 parkings à la vente. D'accord. Mais en allant pour 4 lots, tu peux retourner avec 13. Et plus les locations derrière. Tu comprends ça? Mis à part ça, tu pourras toujours lui proposer la gestion locative avec Laurent qui est juste à côté de toi pour les 13 lots de parking. D'accord. Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu es en face d'un vendeur, en face d'un acheteur, la seule chose qui t'intéresse, c'est quel est le potentiel. Quelles sont les opportunités que j'ai en face de moi? C'est pas de réfléchir à la seule chose qu'il est en train de te dire, c'est de réfléchir à tout le potentiel possible. Donc, si jamais tu lui parles de gestion locative pour les lots, il y a quelqu'un juste à côté de toi en caméra qui va te dire super, je prends la gestion et il va te payer pour ça. Donc, la gestion locative de parking, c'est quelque chose de très intéressant pour toi. Et c'est de l'argent tout. C'est de l'argent pour le vendeur, c'est de l'argent qui devient bailleur, c'est de l'argent pour le négociateur, c'est de l'argent pour tout le monde au final. Et tout le monde est content, tout le monde travaille. Ok? Lundi, rappelle-toi bien, tu fais ça, tu viens avec des retours là-dessus et on verra si ça a marché pour toi. Et on parle de la rentabilité dans le détail. Je vais vous apprendre à faire des calculs de rentabilité, de réfléchir de plusieurs manières en dépendant du secteur où vous êtes. Et vous allez comprendre ce que c'est que la rentabilité au final. À la formation ou à l'agence ou par B-Morning? Lundi matin au B-Morning. Ce soir, formation sur la suite de la formation de la semaine dernière, qui est les objections qu'on va recevoir sur la rentrée de mandat en mandat haut. Il est 9h33 exactement. Des fois, on élargit, c'est 3 minutes de trop. Elles étaient gratuites, ces minutes. Thomas, passe une bonne journée. Sarah, bonne journée. Bonne journée, bon courage. Evelyne, on se retrouve lundi matin. Salut Eric. Bonne journée. Bye Yannick. Passez une très bonne journée à vous tous. On se voit lundi matin en B-Morning et ce soir à 17h30 pile poil pour la suite de la formation sur le mandat haut. À très bientôt les amis. Bye bye.